Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Uifin, le podcast où nous parlons de littérature africaine et afro-parle-livre. Aujourd'hui, pour ce numéro, nous allons du côté du Cameroun avec le prix Goncourt 2020. Voyez-vous de qui je parle ? Oui, non, oui, non. Je parle des Impatientes de Djaïli Amadou Amal, qui a également été récompensé prix Orange du livre en 2019 sous son premier titre, Mounial, les larmes de la patience. Aujourd'hui, nous nous penchons sur cet ouvrage bouleversant, Les Impatientes, une œuvre qui a marqué la scène littéraire avec son regard poignant sur la condition féminine au Sahel. Djaïli Amadou Amal est une écrivaine camerounaise engagée, souvent décrite comme la voix des sans-voix. Née en 1975 à Maroua, dans le nord du Cameroun, elle a fait de la condition des femmes une thématique centrale de son œuvre, en s'inspirant de son propre parcours. Les Impatientes, publié en 2020, est un livre autobiographique. Il s'inscrit dans un contexte de société patriarcale où les femmes luttent pour se faire entendre, souvent réduites à des rôles subalternes. Djaïli Amadou Amal nous invite dans l'intimité de trois femmes, Ramla, Hindou et Safira, dont les voix se rejoignent autour d'une même réalité, l'attente. Mais ici, cette attente devient impatience, révolte silencieuse contre des systèmes oppressifs. Ce roman se divise en trois parties, chacune portant le nom d'une des protagonistes. Il explore plusieurs thématiques, le mariage forcé et la polygamie, le silence comme arme de rébellion, la solidarité féminine et ses limites. Il faut lire et faire lire Les Impatientes. Cet ouvrage est bouleversant et évoque des faits qui, selon moi, sont toujours d'actualité, hormis le fait qu'il interpelle les lecteurs sur les droits des femmes et les violences qui leur sont faites. Il soulève aussi d'autres points comme la perception de la beauté, qui pour certains se résume à la couleur de peau. Ramla le dit, je cite, « Depuis mes 13 ans, une foule de prétendants me fait la cour. Je réponds aux normes de beauté, teint clair, presque parfait. » Alima, pour détendre l'atmosphère, est sous un ton ironique et par la même occasion, pour faire entendre raison à son amie Safira, ajoute « Où se trouve la poubelle où on déverse les femmes noires afin que j'aille m'y jeter, moi et ma vilaine peau noire ?» Je le dis et je le répète, il faut lire et faire lire Les Impatientes. Nous sommes en 2024 et le désir de plaire et d'être belle est encore et toujours assimilé à la peau claire, que ce soit au sein de la société, à travers les médias ou encore à travers les nouveaux moyens de communication, je parle là des réseaux sociaux. Combien de personnes sont encore choquées par des publicités qui ne sont pas assez représentatives de la peau noire et qui, de façon voilée ou pas, tendent à faire croire qu'être plus clair de peau rime avec le fait d'être plus belle. Pour certains, les femmes de teint clair sont plus attirantes et plus belles que les autres. Et pour d'autres, elles sont convaincues qu'en ayant la peau plus claire, elles ont plus de chances de séduire les hommes. Mais le constat est là, la société nous impose et veut nous faire croire, à travers des publicités, des films, de la musique et maintenant à travers les réseaux sociaux, qu'être belle correspond à un critère bien défini et être clair de peau correspond à une des cases. Laissez-moi rire. Je suis africaine et j'aime ma couleur noire. Vous devriez en faire tout autant, mesdames et messieurs. Black is beautiful, tant pis pour les dictates et les préjugés. Et je dirais, tant mieux pour la richesse et la diversité. Un clin d'œil particulier à Nyakim Gouatech, mannequin originaire du Soudan du Sud, surnommée The Queen of Dark, la reine sombre en français. Pour ne pas nous perdre en chemin, nous allons à la découverte de l'ouvrage Les Impatientes qui nous plonge dans le quotidien de trois personnages, Ramla,
Hindu et Saphira, 3 personnages que tout oppose mais qui sont liés. On le verra ensemble au cours des prochaines minutes. Les difficultés auxquelles sont confrontées ces femmes nous poussent à hurler de colère. Mais avant tout, commençons par le début. Si vous avez déjà lu Les Impatientes, vous savez de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à lire cet ouvrage. Munial, patience, dit-on à chaque fois à Ramla, Hindu et Saphira pour assouvir des désirs personnels ou pour sauvegarder la tradition. Les Impatientes est un roman dont l'écriture est simple, sobre, facile à lire et à comprendre, où se mêlent œuvres littéraires et témoignages. L'ouvrage nous plonge progressivement face aux difficultés que traverse Ramla, 17 ans, qui évoque les péripéties liées à son avant-mariage. Ensuite vient le tour de sa cousine Hindu, qui raconte le calvaire qu'elle vit chez son bourreau, qui n'est autre que son mari. Et pour finir, Saphira, que l'on la déteste ou pas, son rôle est poignant, bouleversant et par la même occasion cruel. Oui, cruel, vous comprendrez pourquoi je le dis. À chacun de se faire sa propre opinion. Je crois que c'est le but recherché par l'autrice. Saphira, c'est l'histoire de la 3e épouse qui est obsédée par l'idée de se débarrasser de la nouvelle épouse de son mari, Ramla. Pour cela, elle va user de toutes les ruses pour garder son foyer et son époux. Rentrons dans le vif du sujet de cet ouvrage, Les Impatientes, qui mêle droits des femmes, mariage précoce et forcé, polygamie et violence conjugale. Munial, Ramla, Hindu et Saphira l'entendront sans cesse de leur mère et de leur tante, qui sont déjà victimes de cette toute-puissance masculine. Toute-puissance masculine, évidemment, que je mets entre guillemets. Les autres femmes compatissent peut-être ou peut-être pas, mais prolongent néanmoins les traditions et ne savent que dire Munial et obligent les plus jeunes à subir les mêmes traumatismes qu'elles. En commençant par Ramla, élève de terminale scientifique. Elle a 17 ans. Elle aime Aminou, jeune de son âge, mais sa famille, en l'occurrence son père et son oncle, ont conclu un mariage avec Aladji Issa, un riche quinquagénaire, homme d'affaires de la ville, déjà marié. C'est le début de l'enfer pour Ramla, qui, pleine de rêves, une fille forte, instruite et déterminée, qui veut devenir pharmacienne. Mais tous ces adjectifs n'ont plus leur place dans la nouvelle vie de Ramla, qui subira les conséquences du mariage précoce et forcé. Le personnage de Ramla me trouble, dans tous les sens du terme, et ce, pour plusieurs raisons. Ramla est née et a grandi au sein d'une famille polygame, et par la suite, la polygamie lui est imposée. La famille polygame est cette forme de famille où une personne a contracté le mariage avec plusieurs conjointes. Elle est connue sous 2 formes, la polyandrie, quand une femme a plusieurs hommes comme mari, et la polygynie, quand c'est un homme qui a plusieurs femmes comme épouse. Mais bien évidemment, c'est la polygynie qui l'emporte dans certains contextes. Dans certains pays occidentaux, je précise, la polygamie est punie par la loi, mais en Afrique, plus précisément dans certains pays africains, elle est largement répandue. Dans certains pays, la polygamie est imposée, dans d'autres, tolérée, et dans certains, interdite. Au Kenya, par exemple, la polygamie est interdite, mais l'un des plus grands polygames africains y a vécu pendant 91 ans. C'est le Kenyan Assantou Sakoukou. Il avait 130 femmes et près de 300 enfants. Il est décédé en 2010, c'est vous dire que la polygamie et les effets qu'elles engendrent sont toujours d'actualité. Vous l'avez compris, c'était là la Minute Info. Revenons-en au sujet évoqué, la polygamie. Cette pratique soulève plusieurs faits, comme le fait de demander à un enfant de choisir et de prendre parti. En ce sens, la polygamie est destructrice pour les femmes et les enfants. Je ne dis pas que c'est le cas pour toutes les familles, il y en a qui le vivent bien, mais il y en a aussi qui en souffrent, sinon on n'en parlerait pas encore aujourd'hui.
Ramla le dit, quand elle évoque sa relation avec sa demi-sœur hindoue. Nous n'avons jamais été aussi proches que devraient l'être des sœurs, même si nous sommes nées la même année et avons été inscrites à l'école ensemble. Les premières années d'innocence, elle avait été ma meilleure amie, mais au fur et à mesure que nous grandissions, nous avons pris chacune cause et parti pour nos mères respectives dans les querelles qui les opposaient sans cesse. Combien d'enfants sont dans ce cas ? Combien d'enfants devenus adultes ont eu à prendre parti pour leur mère ? La vie familiale entre les membres de certains ménages polygames est pour certains caractérisée par des rivalités de toutes sortes, à cause de la haine et de la concurrence entre épouses. À l'annonce du mariage de Ramla par exemple, c'est sa mère à qui on charge d'informer sa fille. Cette dernière qui, lors d'un échange avec sa fille, se réjouit et dit à haute voix « Cette nouvelle fera pâlir d'envie et de jalousie plus d'un dans ce repère de louve. » Et souligne par la même occasion qu'il faut déjà penser à protéger Ramla de, je cite, des sorcières de marâtre. En effet, même si l'on pourrait s'attendre à une certaine solidarité entre épouses, il n'en est rien. Chacune se bat pour être la favorite et pour que ses enfants aient l'un des meilleurs mariages. Et à côté de cela, il y a le fait que ce soit un choix imposé par un de ses oncles. Les péripéties de Ramla nous montrent comment l'emprise de la parenté et les décisions concernant un enfant ne sont pas simplement l'affaire de ses parents biologiques. J'ai été profondément impressionnée et choquée par la même occasion par le rôle des oncles, toujours présents, et le fait que l'autorité ne se discute pas. Ramla l'évoque, en ces termes je cite « Mes rêves n'ont pas duré longtemps. Quand oncle Ayatou a informé mon père que leur plus grand partenaire d'affaires avait demandé ma main et qu'il la lui avait accordée. Celui-ci non seulement s'inclina, mais il le remercia chaleureusement. » Ramla rajoute « Je n'étais pas que la fille de mon père, j'étais celle de toute la famille. » Au cours de la première partie, Ramla raconte les préparatifs, la solitude qu'elle ressent face à un avenir qui détruit tous ses rêves, la complicité de toute la famille, l'absence d'écoute même de sa propre mère qui lui rappelle que l'amour n'existe pas avant le mariage. Elle le lui dit. « Ramla, il est temps que tu redescendes sur terre, on n'est pas chez les Blancs ici. » Ramla n'a pas le choix, les femmes ne sont pas en droit de choisir leur époux. C'est à leur père que revient cette tâche. L'amour, Ramla y a cru. Il s'appelait Aminou. Mais encore, on n'a pas tenu compte de son souhait. Pire encore, on ne lui a pas demandé son avis avant d'accorder sa main à Aladji Issa. On ne lui a pas non plus appris à faire face à une femme blessée. On parle là de Safira. Si dans le premier récit de Ramla, il était surtout question de mariage forcé, ici est abordée frontalement la polygamie. Comment ne pas évoquer Safira ? Safira, c'est la première épouse d'Aladji Issa. À la différence de Ramla, qui est à peine sortie de l'adolescence, Safira est une mère de famille, la trentaine, elle semble épanouie jusqu'à ce qu'elle assiste impuissante à l'arrivée d'une nouvelle épouse que son mari lui impose. Safira ne voit pas d'un bon œil l'arrivée surprise d'une coépouse, jeune et belle évidemment. Celle-ci n'est autre que Ramla, cette jeune fille à qui on a forcé à abandonner son amour d'adolescence. Safira voit débarquer Ramla, qui a l'âge d'être sa propre fille, très belle et beaucoup plus jeune. Avec l'arrivée de Ramla, Safira devient la Dada Sari, la maîtresse de maison, qui, à défaut de décider de sa destinée sentimentale, gère les relations entre les femmes au sein du foyer. La vie dans une concession est abordée en toile de fond, dans chacune des parties, mais est particulièrement développée dans la dernière. Safira, femme de caractère, va se démener pour évincer la jeune Ramla,
tout en finissant par prendre conscience que la jeune fille n'y est pas pour grand-chose. Cela passe par des techniques de séduction du mari, de consultation de marabouts et de ruses perfides dont Ramla fera les frais. C'est une fille calme, introvertie. Dans ses yeux, je surprends souvent une pointe de tristesse que je refuse de voir. Ainsi s'exprime Safira. Cette fois-ci, le récit permet de mesurer les dommages de cet environnement traditionnel sur le long terme. Safira n'est pas une jeune promise comme Ramla. Angoissée par sa relégation au rang de première épouse, elle est prête, à son tour, aux manigances les plus cruelles pour se débarrasser de sa rivale. En prime abord, je ne sais pas pour vous qui l'avez déjà lu et qui le lirez, j'attends vos points de vue, mais j'avoue qu'en lisant, j'ai tout de suite jugé Safira. J'ai eu un sentiment de colère, comme si j'étais à la place de Ramla. Mais j'en suis arrivée au point où finalement, j'ai eu de la compassion pour Safira et j'ai compris les actes qu'elle a posés. Safira, furieuse d'avoir une coépouse, dit son mécontentement à sa mère. Celle-ci, au lieu de la réconforter, lui assène ces mots. « Safira, maîtrise-toi. La polygamie n'est pas une honte. » Je me suis posé plusieurs questions. Comment peut-on demander à une femme qui n'a rien demandé de se maîtriser? Comment peut-on demander à une femme de rester indifférente face à une personne qui vient déstabiliser son foyer si paisible où elle vivait une vie parfaite et harmonieuse avec son mari et ses enfants? Elle le dit, Safira. Tout allait tellement bien entre nous. Pourquoi a-t-il tout gâché? Au fond, Safira n'est pas une mauvaise personne, mais face à un choix qui n'est pas le sien et qu'elle n'approuve pas, que peut-elle faire? À cette question, on lui demande d'être patiente et de tout supporter. C'est la Dada Saré et en tant que telle, elle se doit de tout supporter et tout surmonter. Après la venue de la nouvelle coépouse, Safira se laisse aller, je la comprends. Combien de fois n'avons-nous pas vécu une rupture difficile ou encore une trahison au point de se laisser aller? Safira nous représente et elle représente nos douleurs. Elle souffre et son époux, Aladji Issa, le lui reproche en lui disant en ces termes, je cite, « Regarde-toi Safira, on a l'impression que tu es en deuil. Regarde comment tu es accoutrée, tu as intérêt à te ressaisir immédiatement. » Voilà comment on humilie une femme peinée qui n'a rien demandé et on lui demande d'être belle et de refouler ses sentiments. Quand la tristesse et la colère se transforment en peine, qui en paie le prix? Évidemment la rivale. Il faut dire les termes, il ne faut pas avoir honte ou peur de le dire, Safira le dit. Ma tristesse a fini par se transformer en fureur. Ainsi, elle décide de ne plus se laisser faire et de se battre avec toutes les armes qu'elle trouvera, advienne que pourra. Une question se pose. Safira se bat-elle contre le bon adversaire? Quand on aime, se pose-t-on parfois les bonnes questions? Vous me direz qu'elle pouvait aussi partir. Je vous retourne la question. Combien de femmes partent avec des enfants? Combien de femmes ont peur de tout recommencer? Combien d'entre nous craignons le regard des autres, le fameux « que dira-t-on » Safira veut récupérer son homme, par amour, et qu'importe les conséquences, vivante ou morte, sa coépouse Ramla doit partir. Voilà jusqu'où la polygamie nous impose à faire sortir le côté sombre qui sommeille en nous. Cette fille, après une semaine de mariage, est déjà favorite. Qu'il divorce, sinon qu'elle s'en aille à jamais, ou qu'elle perde la raison, ou qu'elle meure. C'est ainsi que s'exprime la Dada Saré quand elle demande à sa mère de recourir à des pratiques occultes pour qu'elle se débarrasse de sa coépouse. Malgré les mises en garde de sa mère qui lui fait comprendre que lancer un mauvais sort est une pratique dangereuse. Safira rétorque «
Je m'en fiche, je suis prête à tout car je refuse cette humiliation. Je veux qu'il regrette ce mariage. Je suis prête à tout perdre, tout ce que je possède. Je ne perdrai pas mon honneur. L'autrice nous embarque alors dans une spirale qui deviendra infernale, autant pour Saphira que Ramla. Vol d'argent, sabotage, maraboutage, ruse, coups bas et malice. Une coépouse n'est pas une amie, encore moins une sœur, dit Saphira, même si elle est gentille et respectueuse. Ramla finira par partir, traumatisée, après avoir subi les sévices d'une femme et d'une situation qu'elle n'a pas choisie. Et Al-Adjissa se mettra en quête d'une nouvelle épouse que Saphira se prépare de nouveau à affronter. Par contre, à la fin du livre, l'éducation est montrée comme un moyen d'émancipation. Ramla réussira à s'enfuir et en découvrira par la suite qu'elle suivait en cachette des cours par correspondance. L'éducation a donc été pour elle un moteur pour lutter contre son oppression. Quand bien même, au tout début de l'ouvrage, on a tenté de nous faire croire à travers les mères et les tantes qu'en tant que femme, Ramla est celle qui veut s'instruire et qu'on laisse aller à l'école sans chanceuse. Après l'épisode de Saphira et Ramla, je me suis posé plusieurs questions. Comme l'autrice, pourquoi, nous femmes, devons-nous subir le choix des hommes ? Encore à une certaine époque, il était difficile de dire non à la polygamie, mais aujourd'hui encore nous subissons, ou plutôt je dirais, nous vivons encore une forme de polygamie voilée. Loin de vous raconter ma vie, un jour un ami m'a dit, en Afrique, tous les hommes sont polygames, que cela soit officiel ou pas. Et encore, loin de vouloir juger qui que ce soit, chacun est libre de faire de sa vie ce qu'il veut et ce qu'il entend, mais je me pose une question. Le cœur d'un homme peut-il vraiment aimer deux ou plusieurs femmes ? Peut-on aimer deux personnes de la même façon ? Quand on décide d'avoir une chisa, une autre façon d'appeler l'amante ou la maîtresse d'un homme marié, expression popularisée par la chanteuse gabonaise Chanel, quand on fonde une famille en étant marié à une autre personne, n'est-ce pas une forme de polygamie voilée ? Pour moi, l'infidélité est une forme de polygamie voilée que l'on cautionne depuis la nuit des temps. Certains hommes, quoique mariés, vont jusqu'à officialiser cette union avec leur maîtresse. C'est un fait courant en Afrique subsaharienne. Ils sont monogames, mais polygames quand même. Si avec nos deux premiers personnages, il était question de mariage forcé et de polygamie à travers le troisième personnage et dernier, celui de Hindou, se rajoute la terrible notion de violence faite aux femmes et de viol conjugal. L'histoire racontée par Hindou, la sœur de Ramla, mariée le même jour à son cousin Moubarak, est pour moi le récit le plus émouvant des trois. Hindou ne demande pas grand-chose, elle souhaite juste avoir un gentil mari. Même un homme qu'elle n'a pas choisi, ça lui irait, mais hélas. Elle sera battue et violentée sans cesse, sous le regard de toute sa famille, sans jamais être aidée ou secourue. Moubarak, c'est le nom de son mari, son bourreau, homme alcoolique et violent. Le seul conseil que l'on donne à Hindou est « patience, au bout de la patience il y a le ciel ». Le mariage ne se réduit pas à la cérémonie, il dure toute une vie, comme on nous le rappelle au cours de la lecture. Lors d'un échange, la veille de la cérémonie de leur mariage, Hindou confia à Ramla ses inquiétudes. « J'ai peur de lui. » Cette jeune fille de 17 ans avait peur de son futur époux. Il était alcoolique et ne s'en cachait pas. Hindou craignait l'inconnu. Elle craignait de plonger dans les bras d'un homme qu'elle ne connaissait pas. Après une tentative d'abus sexuel avorté, Moubarak a promis de s'occuper de sa future épouse durant la nuit de noces. Toujours lors de leur conversation, Ramla demanda à Hindou si elle a tenu sa mère au courant des intentions de celui qui deviendra son bourreau. « Tu n'en as pas parlé à ta mère, lui dit-elle. Que veux-tu que je lui dise ? Ce n'est pas un sujet que l'on évoque avec sa mère et tu le sais. » Combien de filles, de femmes ont été à la place de Hindou et ont eu peur de parler de leurs souffrances et des abus qu'elles subissaient. Déjà, la peur du regard de l'autre fait qu'on a du mal à en parler, même à ses proches, comme Hindou, qui a grandi dans une société qui fait qu'on a du mal à aborder certains sujets avec nos parents. Mais encore pour moi, avant que Moubarak ne soit le bourreau de Hindou, son premier bourreau,
et sa famille. Le rôle d'un père et d'une mère est de protéger un enfant. Alors tu viens de ton propre gré ou tu préfères que je vienne te chercher de force? Moubarak viole Hindou lors de leur nuit de noces. Le lendemain, on reproche à Hindou d'avoir hurlé trop fort. Quelle honte, quelle impudeur, quelle vulgarité! En revanche, personne ne fait de reproche à Moubarak. Il avait certes été un peu brutal, mais c'était un jeune homme en bonne santé et viril, nous fait-on savoir. Si à un moment, Hindou a pensé que ses pleurs, ses multiples ecchymoses et son visage tuméfié alerteraient sa famille, elle s'est trompée sur toute la ligne. C'est un non catégorique car c'est une épouse. Et une épouse se doit de satisfaire son mari. Meurtrie par la violence d'un mari alcoolique, on la considère comme la seule et unique fautive. Moubarak ne changera pas. Je pourrais me plaindre, mais on me demandera toujours de patienter encore un peu. Qui a de la patience ne le regrette pas, me rappelle-t-on. Et si un mauvais coup m'achève, ce ne sera que la volonté d'Allah, nous rappelle la demoiselle de 17 ans. Hindou, victime des abus répétés de son mari, tente d'évoquer la chose avec ses proches, puis avec son médecin. Or, même ce dernier relativise l'acte. Ce n'était pas un viol, tout s'était déroulé normalement, je suis juste une nouvelle mariée, plus sensible que les autres. La simplicité apparente des mots contraste avec la violence de l'expérience. Plus loin, c'est sa tante qui lui fait une leçon de vie, en lui rappelant en ces termes, je cite, « qu'à chaque instant de ta vie, tu dois te maîtriser et tout contrôler. » On en parle brièvement, mais le résultat des violences que subira Hindou est la dépression. Je ne parle plus, ne sors plus de ma chambre, les rideaux sont toujours baissés, je n'ai plus aucune énergie, j'ai changé, on dit que je suis possédée. L'idée que la dépression n'existe pas chez les Noirs et que c'est une affaire de Blancs est un mythe profondément enraciné dans certaines cultures africaines, souvent liées à des stéréotypes et à une méconnaissance de la santé mentale. Cette perception minimise l'importance de la dépression et peut empêcher de nombreuses personnes de demander de l'aide. Dans certaines cultures africaines, les problèmes de santé mentale sont perçus comme des faiblesses ou des malédictions, comme il existe une stigmatisation autour du fait d'aller voir un psychologue. Cette réticence est souvent renforcée par un manque de sensibilisation aux troubles mentaux, une perception que les ressources de soutien sont inaccessibles ou encore une croyance que ces problèmes doivent se résoudre au sein de la communauté ou de la famille. Mesdames et messieurs, sachez-le, la dépression, comme tous les troubles de santé mentale, touche des personnes de toute origine ethnique et sociale. La douleur émotionnelle, le stress ou encore des traumatismes peuvent être à la cause d'une dépression. Il est donc important pour vous, pour nous, pour moi, pour toi, de reconnaître que la dépression existe bel et bien dans la communauté noire et qu'il est tout aussi légitime de chercher une aide professionnelle comme un psychologue pour la traiter. Et aujourd'hui, il faut plus que jamais encourager les discussions autour de la santé mentale au sein de notre communauté et déstigmatiser le recours à la thérapie pour assurer le bien-être mental de chacun, ou toutefois ceux et celles qui en ont besoin. Les Impatientes, plus qu'un roman sur la souffrance des femmes, c'est une œuvre sur l'espoir, la force de caractère et la résilience. Djali Amadou Amal nous pousse à questionner les normes, à voir au-delà des apparences et à tendre l'oreille à ces voix qui trop souvent restent dans l'ombre. Ce livre ne fait pas que dénoncer, il nous permet d'écouter celles qui n'ont que trop attendu. Aujourd'hui, si ces problèmes de mariage forcé et de polygamie semblent appartenir à un autre monde pour certains, elles existent toujours dans des formes plus insidieuses. Les questions de genre, de consentement et d'égalité restent d'actualité même dans des sociétés dites modernes. La domination masculine ne s'arrête pas à une frontière géographique.
Ce livre, bien que profondément ancré dans le Sahel, résonne dans les mouvements féministes contemporains partout dans le monde, qu'il s'agisse de la lutte contre les violences sexuelles, des inégalités des genres ou les pressions sociales qui pèsent encore sur les femmes. Impatientes, nous le sommes toutes. Ce passage peut être lu comme un cri de ralliement pour toutes les femmes, qu'elles soient au Cameroun ou ailleurs. Ces impatiences, ces frustrations face aux injustices sont universelles. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Huifine. Si vous n'avez pas encore lu Les Impatientes, je vous invite vivement à le faire. C'est un livre à la fois poignant et nécessaire qui continue de faire écho, même après avoir été refermé. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, gardez toujours le sourire et soyez des héroïnes et des héros par le pouvoir de la connaissance et du savoir. À bientôt!